Vous écoutez l'épisode 93 du podcast Business en spa esthétique, les secrets des centres qui cartonnent, l'œil de l'expert avec Valérie Delforge. Bienvenue sur Business en spa esthétique, le premier podcast du secteur du spa et de l'esthétique en France. Je suis Tiffaine Modeste, la créatrice et directrice d'Expertise Spa Bien-être, et avec mon équipe, nous accompagnons les professionnels du spa et de l'esthétique qui veulent réussir. À chaque épisode de ce podcast, je vous propose de découvrir les meilleures astuces que j'ai mises en place au cours de ma carrière et qui m'ont permis d'atteindre le 1 million d'euros de chiffre d'affaires, les outils que je partage avec nos clientes et leurs histoires de réussite, et les témoignages des grands acteurs de notre secteur. Cette semaine, j'ai le plaisir de recevoir Valérie Delforge, que vous avez déjà entendue dans l'épisode 4 de ce podcast. Valérie est business mentor à l'international dans le secteur du spa et de la beauté, et elle intervient également en tant que business mentor au sein du programme de SBE. Chaque année, elle accompagne des centaines de chefs d'entreprise et des managers. J'aime beaucoup discuter avec Valérie puisque, vivant en Angleterre, Valérie a un certain temps d'avance sur ce qui se passe en France. Et lorsqu'elle partage avec moi les problématiques vécues par notre secteur, cela nous permet de faire bénéficier nos clients de ce petit temps d'avance. J'avais donc envie de vous faire profiter de ces analyses sur ce sujet de la réussite. Si vous vous demandez ce qui fait que certains centres cartonnent, eh bien c'est par ici. Bonjour Valérie, merci de passer un moment avec nous sur le podcast Business en spa esthétique. C'est ton deuxième passage officiel sur le podcast et j'en suis ravie puisque figure-toi que notre épisode précédent figure dans le top 5 des épisodes les plus écoutés du podcast. C'était l'épisode numéro 4 et nous avions parlé de l'évolution du secteur de la beauté. Alors, depuis près de 10 ans maintenant, tu interviens au sein d'Expertise Spa Bien-être et notamment sur le programme d'accompagnement puisque tu coaches des gérantes de spa, de centres beauté, des centres de coiffure aussi, dans le cadre du programme. Mais tu as aussi ta clientèle à l'international au travers de ton entreprise qui s'appelle The Delforge Group, avec mon magnifique accent. La première question que j'avais envie de te poser aujourd'hui, Valérie, c'est quelles sont, toi, tes observations sur les 2 années qui viennent de s'écouler pour notre secteur spa, beauté et bien-être? Eh ben, écoute, Tiffaine, d'abord, merci de m'avoir sur ton podcast qui est vraiment, à chaque fois que je parle justement aux clientes, aux gérantes des centres, ils disent: «Oh, le podcast de Tiffaine!» Il faut vraiment, c'est quelque chose de tellement fort. Sympa de savoir que c'était le top 5, celui qu'on avait fait il y a un petit moment de ça. Et effectivement, depuis ce temps, beaucoup de choses se sont passées. C'est vrai que je pense que 2023-2024 à l'international, ça a été assez difficile, hein, cette année, on le voit aussi. Il y a beaucoup d'instituts l'année dernière qui ont fermé leurs portes, il y a beaucoup d'instituts qui, ont changé de structure. Mmh. Donc, soit parce que, bien, il y avait, des clients les clientes qui fréquentent peut-être moins souvent, donc elles fréquentent encore quand même. C'est ça ce qu'on essaye de changer la mentalité avec nos clientes en particulier. C'est bon, elles viennent quand même. C'est-à-dire qu'elles dépensent quand même leur argent sur des traitements de soins, beauté, coiffure, et cetera. Mais peut-être elles vont moins à l'institut, au lieu de tous les mois, c'est tous les 3 mois, et que l'argent qu'elles dépensent, il y a une valeur dans ce qu'elles dépensent. Ça, de toute façon, ça a toujours été, mais de plus en plus, je trouve. Le recrutement, effectivement, de toute façon, on parle de recrutement tout le temps, tout le temps, tout le temps, mais c'est vrai que c'est peut-être encore pire en ce moment. On voit des choses un peu difficiles au niveau des formations, qui peut être un peu des challenges ici en Angleterre. Là, en mois de septembre 2024, on me dit il y a 5 collèges qui font du niveau 3, qui en fait n'ont pas assez de demandes. Donc ça, pour moi, ça m'a un peu inquiétée dans le sens où ça va. Est-ce que c'est parce qu'il y a trop de formations autour de ça qui sont un peu n'importe quoi, ou est-ce que les plus jeunes veulent des choses plus vite plutôt que de s'engager pour 1 an? Donc ça, c'est un truc où effectivement, quand je vois des choses comme ça qui m'alarment, j'aime bien, voilà, voir un peu pourquoi. Parce que Mmh. c'est vrai que c'est un peu le futur. Donc comment
Et ça, justement, en tant que leadership, comment justement on peut surmonter ça? Qu'est-ce qui va se passer au niveau du marché éventuellement? Il y en a beaucoup qui ont fermé à cause de la trésorerie, ils n'en pouvaient plus de pouvoir payer ci, après il fallait payer ça, la trésorerie qui montait pas. Il y en a beaucoup qui ont eu des désirs qui ont changé, qui ont eu envie d'autre chose. Mais on a vu beaucoup de burn-out l'année dernière. Après, on peut se dire que est-ce que ce sont les clientes que j'attire, avec qui je travaille? Parce que j'aime beaucoup faire justement des supports de coaching individuel qui sont peut-être dans la transformation de comment on réfléchit aux choses, donner différentes perspectives. Donc, on a vu quand même beaucoup de burn-out l'année dernière et on en voit encore quand même pas mal. Et cette année, et justement, on en parlait ensemble, Tiffaine, un moment avant de faire le podcast. On voit plus d'excès, on va dire. C'est-à-dire, soit effectivement, on se serre la ceinture parce que la trésorerie, elle n'est pas assez bonne, on n'arrive pas à recruter, on est toujours dans la cabine ou derrière la chaise, on n'arrive pas du tout à voir comment se sortir de là. Et en fait, à chaque solution, et il y en a beaucoup, hein, chaque solution que l'on trouve, il y a toujours une barrière derrière. Mmh. Et ça, c'est toujours, ou alors l'excès, l'autre excès, c'est que c'est des chiffres qu'on n'a jamais vus, qui sont incroyables. On ne sait pas d'où ça sort et on double ou ce n'est pas tripler les chiffres d'affaires. Bien sûr, dans ce cas-là, c'est plus facile au niveau de la trésorerie, il y a moins de stress au niveau financier, mais il y a quand même un stress dans le sens où on est un peu plus, on est devenu un peu la victime de son succès, on va dire. Ouais. Et on ne sait pas, encore une fois, comment se sortir de là parce que on fait tout. On fait absolument tout. Donc, c'est ce qu'on voit le plus en 2024. Encore une fois, le recrutement étant encore très difficile, mais pas impossible. C'est ça ce que je dis toujours, c'est quand même pas impossible. Ça prend peut-être plus de temps, mais c'est pas impossible. Donc, ça dépend encore une fois de ce que vous avez envie, on va dire. Mmh. Alors, tu nous l'as dit, là, ces 2 dernières années, clairement, ont été très challengeantes, mais pour l'ensemble du secteur et même l'ensemble des acteurs. Mmh. Beaucoup de centres ont fermé leurs portes, beaucoup d'autres se sont aussi transformés, comme tu disais, en changeant vraiment leur structure. Souvent, ce sont des centres qui avaient des équipes Mmh. et qui, en fait, n'en ont plus aujourd'hui ou ont réduit les effectifs. Et puis, comme tu disais, certains ont atteint des sommets de chiffre d'affaires jamais atteints auparavant. Je Ouais. crois que tu parlais quand on s'était parlé juste avant le podcast, tu parlais de 200 à 300 000 livres de chiffre d'affaires par mois, ce que tu vois en Angleterre. Ouais. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus en détail de ces 3 catégories? En fait, pour moi, dans chaque catégorie, donc dans celle où effectivement ils ont envie de fermer leurs portes, c'est un peu similaire dans celle où ils n'ont pas envie de fermer leurs portes, mais ils sont vraiment tirés au niveau de la trésorerie. Il y a celles qui veulent fermer leurs portes, c'est une question de stratégie. C'est-à-dire que moi, je dis toujours, OK, d'accord, si vous voulez mettre la clé en dessous de la porte, vous en avez ras-le-bol, d'accord. Mais si vous fermez pas ça correctement au niveau émotionnel, au niveau, bien sûr, financier, etc., mais c'est plus que ça. Qu'est-ce que vous allez faire après? Parce que ce que vous avez construit, c'est quand même, vous avez construit quelque chose par amour qui peut-être ne fonctionne plus, qui ne s'aligne plus à vous et que malheureusement, dans cette connexion qu'on a besoin avec son business, ça ne fonctionne plus. Mais c'est quoi après? Qu'est-ce qu'on fait après? Même si vous vous dites, je vais me donner 6 mois, je vais rien faire pendant 6 mois, il faut le dire. Il faut le verbaliser justement pour pouvoir le vivre mieux, le vivre bien. Mmh. Sinon, on va avoir une sensation d'échec. Ouais. Et c'est un peu la même chose dans les centres qui ne veulent pas fermer la porte. Parce qu'il y en a avec qui on parle et c'est vraiment, écoutez, voilà, une des solutions, il y a toujours des solutions. Une des solutions, c'est effectivement de mettre la clé sous la porte. Ah non, 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 je ne veux pas. Donc si vous ne voulez pas, ça veut dire que quelque part, il faut travailler différemment. Et encore une fois, c'est une question de stratégie. Qu'est-ce qu'on va faire pour pouvoir s'ouvrir à d'autres moyens de travailler, à d'autres façons de travailler et à d'autres stratégies sur la façon dont nous, on fonctionne en tant que leader. Parce que sinon, on va faire encore une fois la même chose, la même chose, la même chose. Donc les habitudes sont très difficiles à couper À en fait. faire évoluer. Absolument. Et dans ceux qui sont un succès énorme,
en fait, là, on est plus dans peut-être moins challengeant, on va dire, dans challengeant, ça se dit? Dans je sais pas si ça se dit, mais ça sera plus là une question de, il y a peut-être un petit peu de micromanagement qui se passe parce qu'on a besoin de tout contrôler quand les choses vont tellement vite, tellement fortes, que ça secoue la maison. Il faut absolument, voilà, qu'on contrôle un peu de tout. Il y a peut-être un peu de micromanagement. Par contre, il y a peut-être plus une ouverture à savoir que, voilà, on a besoin de travailler trop autrement parce que j'en peux plus là, c'est trop, donc il faut que je travaille autrement et qu'est-ce que je peux faire pour capitaliser sur justement sur le succès que j'ai? Et ça, c'est peut-être une ouverture d'esprit un peu plus facile, on va dire, dans le sens où on est prête au changement. Plus que si on veut fermer la porte, ou si on a besoin de changer la façon dont on travaille, en fait. Ouais. Alors, avant d'analyser justement en détail ce qui caractérise ces centres qui cartonnent, selon toi, la notion de réussite, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est un certain niveau de chiffre d'affaires? Est-ce que c'est des taux d'occupation énormes avec des clients qui attendent des semaines et des semaines pour avoir rendez-vous? Est-ce que c'est une certaine taille de business model? C'est-à-dire, est-ce que c'est à partir d'une certaine taille d'équipe? Est-ce que c'est, je sais pas, un taux de satisfaction client? J'aimerais vraiment que tu nous donnes cette définition pour toi de ce qu'est la réussite. J'avais, je sais pas si tu t'en rappelles, mais dans mon site internet, le premier site que j'ai fait, toute seule comme une grande, j'avais une citation de Maya Angelou, Mmh. que j'adorais. J'ai essayé de la traduire en français. Mais succès, c'est vous aimer, aimer ce que vous faites et aimer comment vous le faites. Oui. Success is liking yourself, liking what you do and liking how you do it. Et en fait, pour moi, ça voulait tout dire. C'est-à-dire que le succès est un succès pour soi. Ça veut dire que, bah, peut-être, vous avez réduit les effectifs et j'ai fait beaucoup de coaching l'année dernière, justement sur cette réduction des effectifs. J'ai beaucoup de clients qui ont dit: «J'en ai marre d'essayer de recruter», surtout dans coiffure, en fait. Là, je parle du UK, de l'Angleterre et de l'Irlande, mais beaucoup en coiffure et je crois que ça résonne, en France au bout d'un moment ou en Europe au bout d'un moment. Ouais. Les coiffeurs, c'est vrai qu'il y a eu énormément et encore, énorme problème de recrutement. C'est pas du tout une même mentalité et j'ai des clientes qui ont réduit leur effectif, qui travaillent avec un ou 2 stylistes, une ou 2 praticiennes et beaucoup moins d'heures, en cabine ou derrière la chaise et sont très heureuses. Au niveau financier, à la limite, ils rentrent moins d'argent, mais il y a moins de coûts. C'est même plus une question de trésorerie là, c'est une question de vraiment, D'épanouissement. Mmh. oui, voilà. Et moi j'ai une cliente qui m'a dit: «Mais Valérie, je gagne, d'accord, ce que je gagnais avant, mais par contre, je travaille comme je veux, je fais, 3 jours par semaine, voilà, j'ai, envie de fermer aujourd'hui, je ferme». Voilà, il y a la liberté, ça ne s'achète pas, on va dire. Mmh. Il y en a, j'ai une cliente où elle a effectivement énormément grandi en Irlande. Elle est venue vers nous en disant: «Je sais pas quoi faire». On a vraiment aidé à se structurer et là, elle a même plus besoin d'être dans le business, ça roule tout seul, on travaille sur de la stratégie et elle me dit: «Mais qu'est-ce que je fais après?» Mais je fais: «Ben, prends-toi du temps. Tu as 3 enfants, en bas âge, peut-être prends-toi du temps, tu as le choix, c'est ça qui est bien et les choses vont peut-être arriver, comme tu as envie». Mais cette liberté, encore une fois, c'est un succès pour elle. Mmh. On a toujours l'impression qu'il faut, est-ce que c'est ouvrir, notre site? Est-ce que c'est, Agrandir. dire, rester, derrière avec des clientes. Pas mal de mes membres, ce qu'ils font, c'est s'ils veulent encore faire des traitements de soins, ils demandent plus d'argent que les autres praticiennes ou que les autres stylistes, coiffeurs et ils font vraiment, des traitements de soins qu'ils ont envie de faire Mmh. et qui les passionnent. Est-ce que on reconnecte avec sa passion? Est-ce que ça, c'est pas un succès ça? C'est un super succès ça. C'est un super succès. Reconnecter avec sa passion. Mais pour moi, il y a pas de bon choix ou il y a pas de mauvais choix, il y a un choix et dans ce choix, si on est aligné avec, si on se sent bien avec, si on arrive à en vivre et qu'effectivement on s'attire pas la ceinture tous les mois, je crois que pour moi, c'est un succès.
C'est cet alignement à ce business. C'est créer des fondations, ça se dit des solides, Ouais. fondations justement sur comment on veut travailler, qu'est-ce qu'on fait pour travailler. Et là en octobre, d'ailleurs, tous les ans en septembre-octobre, on demande à nos clientes: «Comment vous voulez travailler pour l'année prochaine? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait l'année prochaine? Comment on va travailler?» Et c'est important de le verbaliser, de l'écrire, de vraiment y croire. Et comment voulez-vous être aligné à votre business? Qu'est-ce qui va faire en sorte que vous êtes aligné à votre institut, à ce que vous avez créé? Parce que plus vous êtes aligné avec ça, plus vous attirez, et ça j'y crois fortement, les personnes autour de vous qui vont en fait vous aider à construire encore plus, encore mieux, et vous faire sentir encore mieux. Ça pour moi, c'est un succès. Ouais. C'est un excellent point ce que tu soulèves ici parce que quand on parle de réussite, c'est capital de définir en fait ce qui nous est propre. Ça veut dire quoi? Sa propre réussite et pourquoi on pense que faire ça ou vivre ça, ça serait une réussite. Oui. Donc j'insiste aussi vivement sur le fait que vous qui nous écoutez par exemple, vous vraiment vous posez cette question: quelle est la réussite selon moi? Ça veut dire quoi si j'ai réussi? Et observez d'ailleurs si les réponses, elles vous appartiennent vraiment ou bien si ce sont souvent c'est des critères en fait des autres. Ah oui. Voilà, les autres pensent que ça c'est un succès, donc en fait moi je vais aller dans ce chemin-là pour montrer aux autres que c'est un succès. Il y a Mmh. aussi les critères des personnes qui nous entourent, où il y a aussi toutes ces comparaisons que l'on fait de ce qu'on voit par exemple sur les réseaux sociaux. Mmh. Et c'est important de se reposer la question parce qu'il se peut que on voit même plus déjà ce qu'on a réussi jusqu'à présent Oui. et ça reste flou. Si on se pose pas cette question, on ne sait pas ce qu'on souhaite vraiment accomplir pour le reste du voyage. Mmh. Je suis complètement d'accord avec ça, c'est qu'en réalité, la réussite, ce qui fait la réussite, c'est de ressentir cette émotion d'accomplissement, de satisfaction, de contemplation. Et on peut ressentir aussi une certaine sécurité. Ça va de pair, une sécurité financière, une sécurité émotionnelle. Tout à Mais fait. voilà, c'est avant tout l'émotion de la réussite, en fait. Je crois que je Et l'avais toi, déjà dit, mais pardon, je te coupe là-dessus, mais j'adore ce que tu dis parce que c'est encore une fois une autre citation: «La comparaison, c'est la voleuse de la joie». Et mmh, j'adore cette citation parce qu'en fait, quand on n'est pas sûr, encore une fois, hein, moi j'ai une cliente, elle me disait, «Moi tout ce que j'ai envie, c'est de voir mes enfants grandir et d'être là, à la sortie de l'école». Ça, c'est une réussite pour elle, et c'est une réussite pour elle maintenant, et ça se changera quand les enfants deviendront plus grands, et c'est OK, et tout est OK. Le problème de nos jours, c'est qu'effectivement, on se compare, on essaye de voir qui fait quoi, et cetera, et en fait, ça chamboule ce que l'on ressent, alors que ça devrait pas. Si on est bien dans ce qu'on fait et si on est à l'aise avec ce qu'on fait, il y a aucune raison pour que ça justement ça chamboule autant, quoi. mmh. Alors toi qui accompagnes, justement des centaines de gérantes, en fait, chaque année dans les coachings que tu mènes, chez ESBE ou chez, The Delforge Group. Je disais aussi que tu travailles beaucoup avec le secteur de la coiffure et donc tu rencontres des situations où on a, des vrais succès. Tu Mmh. me racontes d'ailleurs souvent les progressions, il y a des progressions incroyables des clients que tu accompagnes. Quelle est celle qui t'a le plus marqué cette année? En fait, j'adore un peu, justement, j'adore tous mes membres, parce que je les trouve incroyables, que l'on Mmh, soit d'une réussite incroyable ou que l'on soit vraiment s'attire un peu, on a du mal à gérer la trésorerie, et cetera. Je crois qu'il faut pas oublier que, en tant que gérante, vous avez vraiment construit quelque chose d'extraordinaire, mais on n'y croit plus parce qu'on est tellement dans l'opération, et l'opération, ça tue un peu les rêves. C'est un grand mot, mais c'est très, ça peut être très difficile. J'en ai pensé à 2, justement, avant ce podcast. L'une qui est justement une de mes clientes, coiffeuses, qui est dans le nord, de l'Angleterre, et qui est venue vers nous parce qu'elle avait une section, beauté, et qui savait pas trop quoi en faire. C'était un petit peu, on ne sait pas pourquoi on le fait, une après-pensée, on va dire, et qu'au niveau de la coiffure, justement, elle doublait les chiffres et elle ne savait pas pourquoi. Le même effectif qu'avant, mais elle doublait les chiffres, et j'adore ce profil parce qu'elle est venue vers nous
un petit peu en alerte en disant, voilà, je suis un petit peu au burn-out, je sais plus j'ai un manque de direction, en fait. C'est ce Mmh. manque de direction qui lui vraiment, coupait un peu les ailes, on va dire. Et l'autre cliente avec qui je réfléchis, alors elle, incroyable, pareil, là on parle de 250 000 par livre par mois, et incroyable ce qu'elle fait, incroyable. Pareil, je suis allée la visiter. Enfin, l'institut, on va pas dire que c'est, le plus beau institut du monde, et elle le dit elle-même, hein, je dis pas ça sans qu'elle le sache, et elle a rien fait au niveau, voilà, de repeindre ou quoi que ce soit, mais par contre, c'est une machine. Ça n'arrête pas, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Ce qu'on a découvert l'un comme l'autre, c'est que quand on regarde un peu plus ce qui se passe autour de nous, les compétitions ont quand même pas mal fermé, Mmh. les gros spas qui ont fermé autour. Pour la coiffeuse, pareil, il y a beaucoup de coiffeurs qui sont partis en tant que freelance à faire de la coiffure à la maison, ce qui, au bout d'un moment, ben, va plafonner parce qu'ils peuvent prendre quoi? 30 à 40 clientes, après ça, c'est tout. Donc on a quand même une espèce de, quand je suis allée la voir, une espèce de chaleur dans ce salon de coiffure qui était vraiment très, très, accueillant, bienveillant, et cetera. Et quand on regarde un peu les points communs de ces 2 instituts, hein, de ces 2 succès, ils ont effectivement la liberté à cause de leur trésorerie, mais l'une comme l'autre sont été devenues le victimes de leur succès, et les opérations complètement étaient surmenées partout. Mais par contre, ce désir de pouvoir en fait en faire plus et le faire mieux, et de faire travailler l'argent, on va dire, pour que ça soit, bien capitalisé, ça se dit? Ouais, Bien bien vu, mené. Mmh. bien mené. Ouais, et ça, c'est vraiment 2 instituts qui, pour moi, à chaque fois que je regarde leurs chiffres, c'est: «Oh my God!» Enfin, tous les mois, ça fait qu'augmenter. Mais pourquoi? Ah ben, voilà, on est dans la précision de ce qu'on fait en ce moment, avec l'une comme l'autre. Ouais. Je travaille avec Alors elle depuis 1 an, on va dire. alors justement, tu parlais donc du point commun qui est, aller vraiment dans la précision des opérations. Mmh. Et ça, je crois que vraiment c'est si elles arrivent aussi à atteindre ces chiffres-là, c'est parce que tu les accompagnes. Parce que en tant que chef d'entreprise, quand on pilote un centre, on est, complètement on a souvent cette expression, la tête dans le guidon. Mmh. Si on n'a pas quelqu'un à côté avec qui on peut partager les réflexions, Oui. regarder les chiffres ensemble, partager toutes ces situations de vie, je suis pas certaine qu'elles arrivent justement à ce degré de précision. En tout cas, seule, ça me paraît très compliqué. Enfin, pour Ouais, l'avoir vécu, ouais. quand j'étais, directrice du spa, sans ton accompagnement à côté, je serais Mmh. passée, à côté d'informations hyper pertinentes. Ouais. Donc, est-ce qu'il y a d'autres conditions, des points communs sur les centres qui vraiment ont des grosses réussites, qui Eh sont des bien, caractéristiques? je trouve qu'effectivement, l'une comme l'autre était un peu en situation burn-out. Quand tu dis: «C'était bien d'avoir justement une espèce de», l'une comme l'autre manquait cette direction, un peu comme quand je t'avais rencontrée. Ouais. En plus, c'était pas nécessairement, voilà, tu étais manager, donc on est encore plus coincé parfois dans des décisions, mais ou directrice plutôt, donc tu peux faire jusqu'à un moment, mais après ça dépend du gérant, c'est ça le truc. Mais il y avait quand même, il y a un manque de direction, et limite burn-out. Mais est-ce que quelque part, et ça c'est peut-être un autre podcast, travailler devient un petit peu une addiction? Ça se dit ça? Ouais. Tu vois? Où justement, quand on essaye de faire changer les habitudes, et c'est là pourquoi tu as besoin de quelqu'un qui t'accompagne un peu, qui te prend par la main et que te dit: Ouais. «Non, arrête de faire ça, fais comme ça, change pour voir si ça marche». Après, je connais les caractères, c'est pour ça que, l'une comme l'autre, la coiffeuse ou la gérante coiffeuse, ou la gérante qui est plus institut de beauté, l'une comme l'autre sont des caractères très différents. Par exemple, si je donne quelque chose à l'institut de beauté, la gérante de l'institut de beauté, je sais qu'elle, ça va aller de cette façon. Par contre, ma coiffeuse, si je dis ça, la fois dernière, elle me dit: «Oh, trop d'informations, faut me donner des petits morceaux, sinon il y en a trop». Donc voilà, tu commences à connaître comment elle travaille et comment elle fonctionne, parce que sinon, voilà, c'est ça l'importance du coaching individuel.
Mais quelque part, je crois qu'il y a une petite addiction au travail. Tu vois? Quelque part, c'est, bon, ben, tu prends ton jour de congé, tu prends ton jour de congé. «Ah ouais, non, mais c'est bon parce que le lundi matin, il faut que je fasse ça». Bah non, c'est ton jour de congé. «Ah ouais, non, mais on a dit que c'était le mardi que tu vas faire tout ça». «Oui, mais le lundi, je peux faire ça, comme ça, c'est fait». Non, c'est là, en fait, où on a besoin de changer ses habitudes qui peut être très, très difficile et parfois d'avoir un jour de congé où on ne fait rien, ça fait bizarre. Ouais, Ça fait bizarre, on ne sait pas quoi faire, on perd de direction au niveau personnel, pas que professionnel. Ça pour moi, c'est vraiment un point commun. Un autre point commun, c'est que l'une comme l'autre, bon, je trouve, hein, et de toute façon pareil pour toi quand je t'ai rencontré au niveau de ce que tu faisais au niveau de la direction, c'est qu'il y a une aspiration. On est quand même super, motivés par ce qu'on a envie de faire. Par contre, c'est bloqué par l'opération, c'est bloqué ouais, par les choses qui arrivent, en fait. Et mais il y a une écoute, il y a quand même une écoute sur comment on peut changer et on est prêt à changer. On est prêt à faire les choses différemment et comme je disais tout à l'heure, donc effectivement le parcours client ultra détaillé, tout ce qui est, justement le parcours de l'équipe aussi, ça c'est sur quoi on travaille le plus. Super détaillé comme le parcours client, la détermination, la stratégie, la structure, tout ce qui est le marketing, tout est vraiment dans le détail. Et une chose que je leur ai fait faire, et ça j'invite vraiment par exemple aux gérantes avec qui je travaille de vraiment se poser des questions, et c'est de se poser la question: «Pourquoi je fais ça?» Alors, ça c'était la gérante de l'institut de beauté qui me disait, après avoir travaillé avec nous, pendant, quelques mois, elle me dit, «En fait, Valérie, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à me poser question: "Pourquoi? Pourquoi je vais chercher le lait? Pourquoi je fais, nettoyer les serviettes? Tiens, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ça le lundi? Pourquoi je» et en fait, elle a commencé à se poser des questions sur tout ce qu'elle faisait, petites tâches, grosses tâches, savoir pourquoi c'était elle en tant que gérante de le faire ou fallait le déléguer et savoir s'il y avait pas un système qui aurait pu faire en sorte que c'était pas à elle de le faire. Et elle se posait ça pendant 3 semaines et j'ai pris ce modèle-là, je l'ai donné à ma coiffeuse, la gérante coiffeuse et elle a commencé à se poser plein de questions pendant 3 semaines. Bah oui, pourquoi c'est moi qui, va à la post office, la poste, alors que ça pourrait être, l'assistante qui peut le faire? Bah tiens, oui, pourquoi je prends, ma voiture pour aller là? Et en fait, ça a généré énormément de choses sur justement leur structure, leur organisation et qui fait quoi, quand, comment. Ça, si on arrive à créer justement cette structure autour de ça, on a quelque chose de vraiment, gagnant, on va dire. ouais, absolument. J'avais une question aussi, est-ce que les centres dont on parle là, ceux qui cartonnent, qui ont vraiment une activité énorme, est-ce que ce sont uniquement des centres, on va dire, avec un positionnement tarif haut de gamme ou luxe, qui fait que, en fait, c'est parce que j'ai des prix, élevés, que bien sûr j'ai un super parcours client, que je suis en capacité d'avoir un tel succès, Pas nécessairement, mais par contre, un énorme travail justement sur la carte de soins, et ça, c'est une des premières choses que l'on fait et de toute façon Tiphaine, pareil pour toi, hein, carte des Mmh. soins, carte des soins. On parle toujours de ça, on dégage des choses qui ne sont plus, Ouais, valides au niveau de, bah, de la gestion du stock, on dégage des trucs qui ont aucun intérêt. Pourquoi on a ça, encore une fois, pourquoi on fait ce traitement de soins alors qu'on en a fait, 10 dans l'année? Pourquoi quand je vois les massages, il y a, massage, suédois, californien, nanana, nanana. On a une liste de tellement ouais, de choses, alors qu'on pourrait vraiment avoir un message beaucoup plus direct et une rentabilité sur chaque traitement de soin. La clé est là. ouais, La rentabilité sur chaque traitement de soin qui soit, assez, positive et concrète. Effectivement, on peut pas tout changer d'un coup. La gérante qui fait de salon de beauté, elle a beaucoup de clientes dans les ongles. On va pas commencer à dégager les ongles, mais par contre, on arrête d'en parler dans les réseaux sociaux. On fait en sorte qu'on a dégagé pas mal de trucs sur les ongles qui n'ont plus aucun sens et on se concentre sur, voilà, les traitements de soins qui, sont plus, intéressants.
Donc, au niveau coiffure, il y a quand même plus de marge, donc c'est un peu différent. Mais encore une fois, les couleurs, ça peut être quelque chose de très difficile au niveau de la gestion du talk, etc. Mmh. Donc, comment l'opération va faire en sorte que cette carte soit plus rentable? Mmh. Alors, on a déjà soulevé pas mal de Mmh. leviers, c'est-à-dire numéro un, définir cette notion de réussite personnelle. Qu'est-ce que Oui, ça veut dire? Numéro 2, vérifier qu'on est toujours, passionné, connecté et en amour de ce qu'on fait. oui. Parfois, voilà, cet amour peut être un peu perdu, hein, c'est comme dans les Ouais. relations de couple, mais c'est aussi réévaluer, un peu se donner le temps de réévaluer si c'est pas justement les opérations, comme tu dis, qui me font perdre aussi cet amour, de mon travail ou pour Mmh. mon entreprise. Et puis, justement, si on zoome, c'est travailler, sur sa rentabilité pour, quand même avoir cette sécurité financière qui, enfin, fait quand même partie de cette notion de réussite. Si je suis tout le temps stressée financièrement, forcément, je vais pas me sentir, un succès. Pardon, je vais le couper là-dessus parce que combien de personnes à qui on parle de gérantes qui nous disent: je regarde ma banque au matin, je regarde au soir, tous les jours, tous les jours, tous les jours, parce que ça va changer quelque chose». Non, ça changera pas et justement, c'est un stress. Alors qu'est-ce que tu peux dire justement aux gérants, et aux gérantes qui nous écoutent et qui se demandent si c'est possible pour eux d'atteindre ces résultats? Imaginons que voilà, quelqu'un nous écoute et dit: «Bah oui, bah moi j'ai ça, bon peut-être j'ai une piste là-dessus». Peut-être que certains se disent: «C'est bien, mais c'est pour les autres, ça Mmh. va pas marcher chez moi». En fait, avec tous les clients, toutes les gérantes, tous les entrepreneurs avec qui on travaille, il y a un désir de changement. Dès qu'on a ce désir-là, on sait que l'on ne peut plus travailler comme ça, on sait qu'on a besoin de travailler autrement, on a besoin de direction, d'être guidé sur comment faire les choses mieux, avec des choses concrètes et qu'on est prêt à l'écoute, déjà là, c'est un grand pas. Ouais. Déjà là, on a déjà commencé une direction assez, voilà. Mais la seule chose qu'il faut vraiment comprendre, pour moi, qui est très, très importante, qu'on fasse, voilà, du coaching individuel, de groupe ou quoi que ce soit, c'est qu'il faut un temps et il faut un temps pour le faire. Il faut 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois à pouvoir justement changer les choses. Sinon, si on se donne pas ce temps et on est impatiente et il faut que j'ai ci, en fait, on va sauter justement les détails qui sont importants dans cette opération et dans comment voulez travailler et de changer cette perspective et de changer ses habitudes qui prend un temps énorme, hein. Comme je disais tout à l'heure, Oui. on repart, très vite dans des mauvaises habitudes, hein. Ou dans des parfois, c'est même pas des mauvaises habitudes parce que je comprends pourquoi elles font ces habitudes-là. Mais il ne c'est plus possible. On est obligé de penser différemment, on est obligé. Donc une fois on a investi sur soi, on a investi sur un coaching, une formation, on investit sur ce qu'on a envie, déjà là, c'est un grand pas et après ça, donnez-vous ce temps. Donnez-vous ce temps pour pouvoir tu parlais de réflexion tout à l'heure, moi, pour moi, la réflexion, le temps de réflexion est très, très important. Le temps de réflexion pour soi, pour l'institut, pour, les équipes, pour aussi, personnel et professionnel. Parce que la vie, n'est pas, côté professionnel, côté personnel, ça des fois, ça se mélange tout ça. Des fois, on Oui. passe des moments forts au niveau personnel qui vont, avoir un impact sur le niveau professionnel. Donc on a besoin de ce temps de réflexion et ça, pour moi, une fois que vous vous donnez ce temps de réflexion, une fois que vous avez investi sur vous, vous êtes déjà dans le changement. Vous changez déjà votre direction. Mmh. J'aime beaucoup le fait que tu insistes sur cette dimension de se laisser le temps parce que c'est vrai que et c'est normal, même moi pour mon entreprise, quand j'ai un projet dans la tête, j'ai cette impatience de le dire: «Allez, je veux que ce soit, qu'on l'ait fait, que ce soit Ouais, disponible», et cetera. Donc on a forcément cette impatience qui parfois se transforme un peu en frustration. ouais. Mais je crois aussi que, ce qui fait que justement on va avoir un succès, qu'on va avoir une stabilité, une pérennité et puis j'aime beaucoup parler aussi de fondation solide, Mmh. Mmh. c'est se laisser le temps de mettre en place les choses.
Tout à fait. Et puis parfois, je trouve que quand on parle à des gérantes qui sont un petit peu, ou des entrepreneurs qui sont un petit peu, voilà, comme tu dis, impatients, ou voilà, où on n'est pas là où on devrait être, et t'as vu l'autre, elle fait ça, etc. En fait, je trouve que il y a deux trucs là où la vision peut-être est trop grande. Et en fait, je travaille pas mal avec des Américains où on prend la vision, on la multiplie par 10, voilà. On n'a pas une maison, on a un ranch, on n'a pas, voilà, une voiture, c'est un bus. Enfin, on est complètement dans la vision multipliée par 10 parce que c'est ça qui va vous faire rêver. Et parfois, en fait, je trouve que c'est trop grand, trop énorme, donc on n'a pas l'impression qu'on va y arriver. Je Mmh. parlais à une cliente il y a pas longtemps, elle me dit, «Ça fait, 5 ans que que je veux une Range Rover, devant ma maison. Elle est pas là, ma Range Rover». Bah oui, effectivement, parce que vous rêvez trop vite, il y a pas de truc derrière qui soit pratique pour pouvoir mettre de l'argent, pour pouvoir payer cette voiture, en quand on va la payer cette voiture. Donc en fait, parfois je trouve que quand il y a une autre citation, je suis pleine de citations aujourd'hui, comment on mange un éléphant en petits morceaux, Mmh. heu et j'adore ça parce que c'est vraiment, voilà, on va couper tout ça, on va se donner des choses que vous allez pouvoir faire, et dès qu'on a ce sentiment de satisfaction: «Bravo, j'ai bien fait ça», et ben voilà, c'est quoi la prochaine? Et on travaille par trimestre et on travaille par année et on arrive à des choses beaucoup plus concrètes. En fait, pour moi, quand on veut être forte dans ce qu'on fait, c'est un processus, c'est un temps, et les choses arrivent entre 2, mais on est plus clair en fait, avec qui on est en tant que leader et qui on a envie d'être en tant que leader. Mmh. Absolument. Alors, tu parles de leadership, tu as écrit un livre l'année dernière qui est sorti en anglais, qui va sortir en version française d'ici quelques semaines. Alors, je Ouais. sais que beaucoup sont impatients et impatientes de pouvoir se le procurer. C'est un livre qui parle du micromanagement. Alors, je crois que c'est quand même encore assez flou, Ouais. en tout cas pour les professionnels de notre secteur, cette notion de micromanagement. Mais ça me fait penser, beaucoup à ça. Le micromanagement, finalement, c'est une caractéristique forte de l'échec ou Mmh. enfin, c'est une caractéristique du manque de résultats Oui. et souvent dans des situations où on se dit: «Mince, j'ai loupé, ça c'était pas à la hauteur de ce que j'attendais». Mmh. Quand on creuse, en fait, et quand on analyse, c'est souvent qu'on était dans une situation un peu de micromanagement. Tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'en fait, il y a différents, on va dire, levels, comment on dit? Il y a différents Niveau. niveaux, voilà, de micromanagement, hein. Par exemple, je parlais justement à un podcast il y a pas longtemps où j'ai dit: «Moi, j'ai fait pour lancer mon bouquin, j'étais un micromanager par excellence». C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, Amy, avec qui je travaille, elle me dit: «On va te lancer ce bouquin parce que disons que si tu attends que tout soit parfait, Valérie, c'est pas possible». Et en fait, j'étais devenue ce micromanager parce que, bah, fallait que tout soit parfait, mon Dieu, enfin voilà. Et donc l'important, c'est que je me suis parlé à moi-même, et on a tendance, et je crois que c'est une industrie un peu comme ça aussi, je crois que c'est beaucoup dans l'industrie, on a tendance à voir ce que l'on ne fait pas bien, et on a tendance à ne pas se dire: «Bravo, ça tu quand même bien fait», et encore une fois, on a tendance à ne pas avoir cette réflexion pour se dire: «Ah ouais, bah, dis donc là, c'est vrai, effectivement, j'étais un peu micromanager là-dessus, j'aurais été, un peu plus relax, ça aurait peut-être mieux passé». Et c'est OK d'être micromanager une fois de temps en temps, c'est OK d'être micromanager sur des choses qu'effectivement on a besoin. Mais ça dépend encore une fois de l'ampleur de ce micromanagement, et le micromanager par excellence, celui qui vraiment fait tout, tout, tout dans l'opération, il y a cette peur, plus que le contrôle, parce que je crois que le contrôle vient de cette peur, de soit déléguer, soit de changer la façon dont on travaille, de perdre tout, combien de gérantes avec qui on parle, qui sont encore dans leur cabine, derrière la chaise, en se disant: «Mais j'en peux plus», mais qui n'arrivent pas à sortir de là, parce qu'elles ne voient pas comment ça peut changer. Et ça, c'est du micromanagement à fond. Je parle à quelqu'un en ce moment, avec une cliente qui est enceinte, qui est 3 semaines à avoir le bébé là, et elle est encore en train de faire des clientes alors qu'elle devrait travailler sur des fondations avant de partir. Ouais. Mais elle ne comprend pas parce qu'il faut que je fasse de l'argent vite, vite, vite avant que le bébé arrive. Oui, non, Ouais. mais en 3 semaines, enfin, attends, il faut faire attention là. Mmh mh. Donc donc en fait, on fait du micromanagement parce qu'on pense qu'il y a que ça comme solution,
et on ne se permet pas de trouver autre chose. Donc j'avais envie de parler du micromanagement parce qu'effectivement, depuis la pandémie, c'est devenu en ampleur multiplié par 100, parce qu'il y a eu cette peur, il y a eu de gros problèmes de recrutement. Et en fait, à la limite, le micromanager, il faut que tout soit parfait avant de changer, sinon ça ne sera pas possible. Il faut que j'ai assez de trésorerie, il faut que j'ai assez de monde autour de moi. Tu comprends, je ne peux pas faire ça. Non, mais tu ne comprends pas. Oui, mais de toute façon, on peut trouver des problèmes à chaque solution. Ça c'est clair, hein. Il y aura toujours des problèmes à chaque solution. Mais c'est encore une fois, qu'est-ce que vous voulez? Au bout d'un moment, est-ce que ce que vous faites, ça s'aligne à vous? Ou est-ce que vous me dites: «Non, en tant que micromanager, ça va, je suis très contente de ce que je fais». Tant mieux. Mais si au bout d'un moment, ça ne s'aligne plus à vous et tout retombe sur vous, il y a un problème. Et moi, ce que je dis tout le temps, tout le temps, tout le temps, un système n'est pas un système si ça repose sur une personne. C'est-à-dire que si c'est à vous de faire tout, c'est pas un système. Si vous partez en vacances, vous avez encore votre téléphone et qu'on vous pose une question alors que vous êtes en train de vous faire bronzer à la plage et qu'on se dit que l'équipe vous dise il est où l'électricien à qui on parle parce qu'il y a un problème d'électrique, pour moi, ça c'est du micromanagement à fond, parce qu'il n'y a pas de système derrière. Ouais. Donc, c'est un peu apprendre un peu à laisser faire les choses, à laisser aller et à créer des systèmes derrière qui vont vous aider, vous, à voir le business différemment, à travailler différemment. Donc, et je l'ai vu, ce micromanagement, empirer justement à cause de la pandémie, ça c'est clair. Ouais. Oui, et puis c'est aussi rassuré parce que, comme tu disais, toi, sur un projet, tu as été micromanager. Moi aussi, j'ai des tas d'exemples de situations dans mon quotidien où, en fait, je suis encore dans des situations de micromanagement. Bon, notre avantage, c'est que maintenant, on arrive aussi plus à le repérer pour couper court. Oui. Mais en fait, ça me fait penser aussi beaucoup à une cliente que j'ai accompagnée l'année dernière. Et elle n'arrêtait pas de me dire tout au long de l'année: «Non, mais ce que vous nous donnez, c'est pas pour moi, c'est pour les autres, parce que moi, en fait, je fonctionne pas comme ça, moi, je fonctionne comme ça et si». Et elle était vraiment, persuadée et convaincue que ça ne fonctionnerait pas pour elle dans sa situation. Alors, je sais par expérience que ce sont des résistances et c'est OK, hein, on peut vivre ces résistances-là. Mais le problème, c'est qu'il faut arriver justement à les observer, à être honnête dans ces observations afin de se dire: oui, OK, là, ce sont mes peurs qui parlent et du coup, je résiste». Donc ça, c'est phénomène absolument normal et notre cerveau est programmé pour faire ça. Mais maintenant que je sais ça, maintenant que je sais que ce sont des peurs, je sais aussi que ce dont j'ai besoin pour contrer ça, c'est de la confiance. Et la confiance à différents niveaux, c'est-à-dire la confiance en moi, en mes capacités voilà, si je me propose de changer mes habitudes, je m'autorise aussi à me faire confiance pour pouvoir changer mes habitudes. Si en plus de ça, je me fais accompagner, eh bien, je peux faire confiance à ma coach et à mon équipe si je travaille avec une équipe. Oui. C'est de redonner, je pense que l'ingrédient confiance. Tu parlais de reconnaître et célébrer ses succès, mais je crois aussi que l'ingrédient de la confiance est très important quand on voit qu'on résiste, quand on se dit: «Ouais, mais ça, c'est pour les autres, c'est pas pour moi». Quand on reconnaît qu'on a peur d'agir ou de prendre certaines décisions, et ben, l'important, c'est est-ce que c'est des peurs conscientes? Est-ce que ce sont des décisions conscientes? C'est ça, à mon sens, qui est le plus important. Et cette idée, c'est que, Vas-y. à mon sens, tout le monde peut se dépasser, tout le monde peut dépasser ses peurs pour atteindre ses objectifs. Beaucoup de personnes ont besoin d'aide. Enfin, moi, je continue à me faire accompagner. Je sais que toi aussi, tu as beaucoup de coachs qui t'accompagnent sur différents projets et différents sujets. Et en fait, c'est arriver à intégrer ça. C'est absolument indispensable, je trouve, dans le monde dans lequel aujourd'hui on évolue en tant que chef d'entreprise, en tant que manager. Mais c'est pas toujours très simple. Ça prend du temps. C'est ça, c'est ça. Mais aussi, ça évolue, un peu comme je disais au départ de ce podcast, quand je disais, voilà, il y a des problèmes en ce moment au niveau des formations, par exemple au UK, ça m'a mis une petite alarme rouge. Voilà, ça va évoluer l'année prochaine, l'année d'après, etc. Donc, c'est anticiper un petit peu ce qui va se passer sur le marché
et voir un peu qu'est-ce que j'ai comme solution là maintenant pour me protéger de tout ça. Donc, mais on peut que anticiper si justement on est dans cette situation où on se sent bien et aligné dans ce qu'on fait. On peut pas anticiper si on est complètement Ouais. dedans, on est fermé, mais non, il faut que je reste dans ma cabine parce que sinon le monde va s'écrouler. Oui, mais après si ça s'aligne à vous et c'est ce que vous avez envie de faire, mais tant mieux. Mais si ça s'aligne pas, vous vous sentez pas bien, vous êtes limite burn-out et on en parle beaucoup de personnes avec qui ils sont limite burn-out. Au bout d'un moment, on est obligé de changer parce que sinon, votre corps, il va vous obliger à changer ou les circonstances autour de vous, les équipes qui vont partir, etc., vont vous forcer à changer. Et je crois que c'est important, comme tu dis, ce temps de réflexion, d'avoir ce temps pour soi, de retrouver cette connexion, de se dire, bah oui, là, c'est du vrai leadership quand on se dit, bah oui, tiens, là, j'ai pas bien fait les choses, là, j'aurais peut-être dû faire autrement. On est humain, on n'est pas des robots, on a des émotions, on peut être assez réactive, mais l'important, c'est de travailler sur cette espèce de réaction et de se donner ce temps de réflexion et ce temps d'analyser les choses pour faire mieux après et d'arrêter de se dire que... Enfin, moi, j'arrête pas de me dire, j'ai une phrase que j'ai entendue une fois, c'est que les choses arrivent pour moi et j'aime beaucoup ça parce que ça aide un peu à voir ma sœur, elle m'avait dit ça, dire aux choses bienvenues. OK, ça m'arrive pour moi, pourquoi ça m'arrive pour moi? Et comment je vais faire autrement, en fait? Qu'est-ce que je peux faire, pour penser différemment et pour, travailler sur mon leadership? Mmh. Merci beaucoup Valérie. Alors, finalement, en résumé, ta recommandation numéro 1 en ce moment, celle que tu veux apporter aux chefs d'entreprise, aux professionnels qui nous écoutent? C'est ce temps de réflexion. Sans ce temps de réflexion, vous êtes dans cette roue qui n'arrête jamais et Mmh. et au bout d'un moment, ben, ça va casser un petit peu quand même. Donc ce temps de réflexion, d'arrêter de se flageoler, ça se dit encore? La gelée. On va arrêter ça et on va commencer à être bienveillante et à se dire: «OK, quelles solutions s'offrent autour de moi et est-ce que je suis prête à avoir d'autres solutions, en fait?» Merci beaucoup Valérie. On se retrouve bientôt. Merci, oui. À très vite. Vous pouvez retrouver Valérie en tant que business mentor sur le programme d'accompagnement de SBE, ou bien pour ceux qui parlent anglais, eh bien je vous invite à consulter son site thedelforgegroup.com et sa mini-série hebdomadaire qui s'appelle Inside Chat, qui est diffusée sur YouTube, où Valérie échange avec sa partenaire Amy Gordon sur des sujets business du secteur de la beauté. Notez également la sortie prochaine du livre de Valérie sur le management et le leadership. Valérie sera également présente lors du prochain congrès esthétique et spa sur le stand ESBE pour les 3 jours du congrès à Paris et lors d'une conférence le lundi 14 avril 2025. À la semaine prochaine! Si vous aimez ce podcast, rendez-vous sur le site Expertise Pas Bien-être pour découvrir les cours et le programme d'ESBE qui ont déjà aidé des milliers de gérants, managers et leurs équipes à développer leurs compétences et les performances de leur business. N'oubliez pas de vous abonner au podcast dans votre plateforme d'écoute préférée et de nous partager votre avis. Cela nous aide énormément. Merci et à la semaine prochaine.